Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain. Bonjour. Nathalie, on va poursuivre aujourd'hui la découverte des cités-jardins Le Logis et Floréal. On avait découvert déjà une première partie la semaine dernière dans Archi Urbain. Pour celles et ceux qui auraient raté l'émission, une seule adresse, www.archiurbain.be. Je trouve que ce point est intéressant pour souligner différents aspects. Le premier aspect, c'est les grandes différences qui peuvent exister en termes de taille de maison. Ici, c'est une maison pour grand ménage. Là, ce sont des maisons qu'on appelle de type intermédiaire, qui comportaient à la base 3 chambres à coucher, plus un grenier. Et puis là, on a le petit gabarit. Ces maisons-là font grosso modo 65 mètres carrés habitables. On est dans un mariage harmonieux du végétal et du bâti. Le végétal fait intrinsèquement partie de l'architecture globale de l'ensemble. Ces tilleuls palissés joignent des blocs de maisons. Ils constituent un écran visuel par rapport à l'intimité des jardins. Un autre élément qui est frappant quand on se trouve ici, ce sont ces murs en béton caverneux. Alors pour faire simple, le béton caverneux, on est avec des graviers mêlés avec de la pâte de ciment. L'avantage d'utiliser ce type de matériaux pour les murs de soutènement, c'est que ça favorise la colonisation par la végétation. La végétation profite des interstices pour pouvoir progressivement coloniser le mur et de nouveau contribuer à ce mariage harmonieux entre végétal et minéral. La pelouse est un élément unificateur entre les maisons. Donc cette grande étendue d'herbe, elle soude les maisons à la voirie et elle marque l'unité en termes d'habitants. C'est-à-dire qu'indépendamment du revenu des personnes, on ne voit pas de différence en termes de catégorie à l'avant de la maison. C'est une métaphore de l'importance accordée au collectif, à la communauté. Vous avez des piquets en béton, en dessous de ce lierre-là. Entre les boules, vous aviez des fils de fer qui permettaient en fait aux lierres de courir. Et donc en fait, à la base, l'espace était délimité par cette structure. Et donc ça, on avait partout, et à Floréal et au Logis. Dès le départ, donc Van der Swan a imaginé les haies comme devant être des haies mixtes, à la fois pour des raisons esthétiques, mais également pour des raisons pratiques, dans la mesure où une haie mixte, en cas d'attaque par un parasite, comme il y a différentes essences, elles ne vont pas toutes être victimes au même niveau, et donc ça évitera que toute la haie ne doive être remplacée. Et puis par ailleurs, en fait, les haies mixtes ont l'avantage de favoriser la nidification. La gestion des espaces verts est donc la compétence de la société coopérative, mais ce sont les habitants qui payent l'intégralité du coût des espaces verts. Il était prévu dès le départ, le long des façades, de laisser des zones destinées à faciliter, à permettre la plantation de plantes grimpantes, type rosier grimpant, type vigne vierge, type glycine. Et donc les maisons d'Egerix ne sont pas des maisons qui comportent des éléments décoratifs, contrairement aux maisons de Mounart et de Lucien François. Le travail de la brique marque un élément décoratif, alors que chez Egerix, comme je l'ai dit, la seule décoration importante, c'est la végétation. On raconte que quand Egerix a vu le type de toit choisi par Lucien François, il était tout à fait furieux. Et s'il n'avait pas été pris par le temps, il aurait contraint Lucien François à refaire complètement ses plans. Ici, on est dans la rue des Canats. Cette rue, de même que celle des Cils et des Acanthes, toutes les maisons qui l'abordent sont l'œuvre de Raymond Mounart, le troisième des architectes qui a construit des maisons individuelles. Quand on regarde l'architecture des maisons de Mounart, de nouveau comme c'était le cas pour Lucien François, on voit des éléments décoratifs qui n'existent pas chez Egerix. C'est le traitement de la façade en relief, on le voit autour des portes, on le voit aussi autour des fenêtres, on voit le travail de la vitre, on voit le travail des ferronneries au niveau des portes, on n'a pas de châssis à guillotine. Ici, on est dans le deuxième chantier
de la Cité Jardin du Logis. Donc le premier chantier, c'est le quartier qu'on appelle le Triangle, qui est délimité par Hortolan, Pinson, avenue de l'Arbalète, rond-point des Trois-Tilleuls. Et puis la même année, donc on est en 22 toujours, on va avoir le deuxième chantier qui va être le chantier du quartier du Trapèze dans lequel nous nous trouvons. Et donc ça veut dire que la coopérative va porter simultanément deux chantiers mais distants de quand même à peu près un kilomètre et demi. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce chantier du Trapèze, eh bien, il y a des parties qui vont être construites en 1930. Et donc on va imbriquer des maisons et on voit par exemple qu'on a des auvents en bois de ce côté-ci de la rue et on a des auvents en béton de l'autre côté. On a des fenêtres qui sont différentes également. Autant ces cités-jardins ont laissé une empreinte extraordinaire au niveau urbanistique à Bruxelles, puisqu'on retrouve des cités-jardins un peu partout dans toutes les communes de la deuxième couronne au niveau bruxellois, autant cette aventure a été très éphémère, dans le sens où progressivement la volonté de densifier va prendre de plus en plus le pas. Les coopératives vont se retrouver dans une situation financière problématique et donc elles vont devoir trouver des moyens pour pouvoir construire et poursuivre le développement des cités-jardins. Et donc une des stratégies qui va être mise en œuvre, c'est la logique de l'immeuble de rapport. Alors l'immeuble du fer à cheval, c'est un peu la fin de l'aventure des cités-jardins. C'était l'immeuble le plus haut de la capitale. C'était un immeuble qui d'emblée comporte un ascenseur. On voit la verrière qui correspond à la cage d'escalier et donc les appartements s'articulent autour de la verrière et autour de la cage d'ascenseur. À chaque niveau de la tour correspond un appartement. Et donc l'immeuble qui est derrière nous, à la base, n'a pas été conçu comme immeuble destiné aux coopérateurs, mais bien destiné à des locataires ayant des moyens plus importants que les coopérateurs et payant quelque part pour la vue. Au même titre que tous les rez-de-chaussée que vous voyez, c'est occupé par des commerces. On a 3 immeubles qui vont être construits avant la Deuxième Guerre mondiale. Le fer à cheval qu'on vient de voir, c'est le premier immeuble, 27-29. Et en fait, c'est le seul des 3 immeubles à être de la main de Jean-Jules Egerix. Donc ici, on a l'immeuble Van Kerkhove. L'immeuble Van Kerkhove est le deuxième immeuble à appartements à être construit dans la cité Jardin Floréal. Jos Mouton est l'architecte du 3e immeuble qui se trouve Square des Archiducs. On retrouve clairement les caractéristiques de l'architecture moderniste avec des lignes et des volumes géométriques, des surfaces nues, un système de toiture plate et des fenêtres tout en longueur. Remarquez le travail de la brique qui marque clairement l'influence de l'école d'Amsterdam. Et donc, effectivement, quand on regarde le plan de Floréal, des 3 côtés, on a un immeuble emblématique qui marque la fin de l'aventure des cités-jardins, puisqu'on n'est plus du tout dans la construction de maisons individuelles et d'une faible densité. Les immeubles qu'on voit là, ce sont des immeubles construits par Egerix, mais donc à partir des années 50. Et donc ce sont des immeubles à 4 appartements, mais qui datent de l'après-guerre. Et donc, voilà, chacun peut juger de l'évolution du style d'Egerix. Les écoles du logis étaient au nombre de 2 avant la Deuxième Guerre mondiale. Elles sont nées de la mobilisation et de la volonté des coopérateurs. D'emblée, il y a la volonté de la part de la coopérative d'avoir des écoles mixtes et des écoles neutres. Dans la revue des Trois-Tilleuls, qui était la revue de la Société coopérative du logis à l'époque, eh bien, on mettait ce que monsieur Untel avait donné pour aider au financement, donc gare à celui qui ne donnait pas ou qui donnait trop peu. Et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'en fait, le montant que Jean-Jules Egerix, architecte, a donné permettait de financer le fonctionnement de l'école pendant 1 an. Il y avait beaucoup de visiteurs qui venaient découvrir ces écoles, tant au niveau de l'architecture, parce que l'architecture ne correspond pas à l'architecture scolaire qu'on avait à l'époque. Ici, on est effectivement face à une grande maison. Et puis, il y avait une attention également portée sur tous les principes éducatifs qui étaient mis en œuvre. Le
Champ des Cailles. C'est un espace qui a été acquis par la société coopérative Le Logis au début des années 60. Il était destiné à la construction de logements sociaux. Cette construction n'a pas été faite directement et donc ce champ, cet espace a été cultivé par un agriculteur. C'était un champ de blé, moi, quand je suis arrivée dans le quartier. Et puis, si je ne me trompe, en 2012, des habitants du logis se sont mobilisés puisque l'agriculteur n'avait plus l'occasion de cultiver le champ et sont allés trouver la coopérative en demandant s'ils pouvaient avoir un usage temporaire. C'est comme ça que le projet a progressivement vu le jour. Ils ont été voir des maraîchers professionnels et donc la caractéristique du Champ des Cailles, c'est d'avoir un projet à la fois citoyen, des potagers collectifs et en même temps un espace professionnel avec les maraîchers, avec l'espace du bercail et les brebis qui fournissent fromage, glace. Avec la pression démographique que la région de Bruxelles-Capitale connaît, eh bien, la nécessité de construire s'est renforcée. La décision a été prise de construire environ sur 10% de la parcelle, mais de garder les activités du champ et donc l'espace potager collectif, l'espace maraîchage et puis là derrière c'est l'espace des plantes aromatiques et médicinales. Oui, je pense qu'effectivement, le Champ des Cailles est une expérience emblématique qui est reconnue même à l'étranger, qui est un des fers de lance de l'agriculture urbaine. Et donc, comment est-ce qu'on peut à la fois concilier le besoin de logement et en même temps une activité qui, au niveau écologique, a un rôle important et au niveau de la cohésion sociale aussi. Donc ça a été l'enjeu de débat avec des clivages selon la priorité donnée par les uns et par les autres.